Alors, bienvenue tout le monde à cet enregistrement de podcast Grand Entretien du Living Lab Charlevoix. Aujourd'hui, on a vraiment l'immense honneur de recevoir M. Gaétan Morancy. Gaétan Morancy est PDG du Grand Théâtre de Québec. Gaétan est un ami de longue date, un mentor que j'ai connu dans le temps où il était au Cirque du Soleil. Gaétan a été vice-président à la citoyenneté Global Citizenship au Cirque du Soleil dans différentes fonctions, en tout cas pendant presque 20 ans. Et il est maintenant de Montréal à Québec depuis déjà 2015. Comme le temps passe, Gaétan, nous, on se connaît depuis 2012, à peu près 2011-2012. Je crédite vraiment, pour bien des choses qu'on fait, je crédite vraiment Gaétan. Nos liens avec le cirque, la chaire de recherche en médecine d'urgence, cherchait un peu de créativité. Je suis un amateur de cirque et c'est vraiment Gaétan au Cirque du Soleil qui nous a un peu pris sous son aile, qui nous a présenté, qui est venu faire des conférences dans nos congrès médicaux, rejoignant des milliers de personnes, des milliers de chercheurs, de médecins, et qui nous a en fait présenté l'École nationale de cirque, Patrice Aubertin, avec qui on fait de la recherche depuis plusieurs années, ce qui a amené notre spectacle avec les 7 doigts de la main, et aussi le doctorat de Julie Théberge, qui était en charge de Cirque du Monde à Québec. C'est Gaétan qui nous a présenté Julie, que vous connaissez tous bien ici, dans le stage de leadership et d'innovation. Fait que Gaétan, c'est vraiment un honneur. On ne s'est pas vu depuis déjà quelques années, durant le temps de la COVID. J'étais inquiet de toi avec les fermetures des théâtres et tout. Tu as l'air vraiment bien. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très bien. Et le Grand Théâtre a pris, bon, nous, on a eu le privilège d'être une société d'État. Donc, on n'a pas été obligé de licencier toutes nos équipes comme la plupart du milieu a dû faire. Et avec le problème que quand tu réouvres, tu sais, on fermait, on ouvrait, on fermait, on ouvrait, c'est très difficile d'assurer une continuité. Alors, nous, on a pu, dès que ça réouvrait, on reprogrammait des spectacles, ça refermait. Mais évidemment, c'était 3 fois plus d'ouvrages. Tu sais, chaque spectacle, une fois que tu as vendu un spectacle, tu donnes le spectacle, puis c'est réglé. Mais là, il fallait reporter le spectacle, rembourser les spectateurs. Donc, c'est les gens qui pensent que, à la blague, me faisaient dire: Ah, ben, tu es en vacances au Grand Théâtre. Je dis, non, c'est 3 fois plus de travail de reporter, de rembourser, de reprogrammer 3 fois plutôt qu'une le même spectacle. Mais aujourd'hui, on a le vent dans les voiles. Nos salles sont pleines. Il y a quelques secteurs. L'opéra, qui a un peu plus de difficultés parce qu'à cause d'une clientèle beaucoup plus âgée, fait que, bon, ceux qui ont passé à travers la COVID, ben, sont plus craintifs. Donc, il y a du travail à faire du côté de la clientèle de l'opéra. Mais même avec l'Orchestre symphonique de Québec, on a eu de la difficulté à l'automne, mais là, les salles se remplissent. Il y a un nouveau chef, donc ça aide. Et puis, j'ai renouvelé. Moi, je suis pas le plus ancien au Grand Théâtre, mais le plus vieux. Mais j'ai renouvelé, là, depuis, ça fait 7 ans et demi que je suis ici, j'ai renouvelé toute l'équipe de direction parce qu'ils prenaient leur retraite. Alors, fait que j'ai une équipe toute neuve que j'ai moi-même choisie. Alors, ça aussi, évidemment, quand on peut choisir notre monde, puis versus des gens qui sont là depuis 25, 30 ans, qui ont fait un travail super. Mais là, vraiment, l'équipe commence à me ressembler davantage. Et puis, dans une philosophie que toi, tu connais bien, Rick, philosophie de gestion très participative, le co-développement, etc. Donc, je suis vraiment, vraiment très content. Et puis, c'est très stimulant, évidemment, comme milieu de travail, là, de côtoyer des gens qui, soit les techniciens, soit les gens de tournée, soit les artistes. Ça garde jeune. On reste jeune longtemps dans ce milieu-là. Et puis, évidemment, nos clients, ben,
Oui, il y en a qui se sont plaints, il y en a qui ont bon. Mais nos clients, comme on dit, on est des marchands de bonheur. Donc, tu sais, nos clients sortent avec un grand smile. Fait que c'est très valorisant. Et Gaétan, qu'est-ce que tu aimes le plus de ce métier-là? Je peux juste imaginer là, tout ce qui se passe, tous les artistes, ces créations de toutes sortes, de grande variété hein, au Grand Théâtre. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? Bien, c'est sûr qu'après 20 ans au Cirque du Soleil et à fréquenter assidûment le milieu cirque avec la TAU, là, tu sais, j'étais le cofondateur à la TAU, et sur le plan international, bien, de fréquenter tous les cirques, évidemment, bien, c'était ici, on fait toutes les disciplines des arts de la scène. Donc, là, je suis passé d'une monoculture, si on peut dire, quoique le cirque est c'est un peu comme l'opéra, ça rassemble plusieurs disciplines artistiques sur la même scène. Mais là, je suis vraiment là, de l'opéra à la musique électronique. Là. Donc, c'est une grande diversité, donc grande diversité de clientèle, grande diversité de contenu artistique. Donc, on ne se tente pas, là. C'est vraiment très varié. Puis, on a évidemment des productions et des artistes là, de grands talents. Donc, tu sais, c'est un milieu très... dans le fond, on bénéficie dans le milieu culturel, premièrement, d'une attention à l'humain qui est fondamentale. Parce que qu'est-ce qu'il y a sur une scène? Ben, c'est un humain. Puis si l'humain ne va pas bien, ben, ton show n'ira pas bien. Alors, donc, il y a eu, historiquement, à cause de la nature même intrinsèque des activités et le rôle de l'humain dans ces activités-là, ben, on est des organisations beaucoup plus tournées vers l'humain, soucieuses. Tu as aussi un phénomène où la ligne entre le personnel et le professionnel est plus diffuse. Premièrement, on travaille aux heures où les gens se divertissent. Donc, tu sais, tu travailles le soir, tu travailles la fin de semaine. Plus moi maintenant, là, disons que je n'ai pas besoin d'être là à tous les spectacles. J'ai une équipe qui fait très bien ça, mais on est toujours dans une ambiance de divertissement, même si on travaille fort. Alors, donc, il y a des amitiés qui se créent. D'ailleurs, on faisait une formation ce matin aux employés sur notre code d'éthique. J'expliquais que dans le milieu artistique, dans le fond, on finit par connaître tout le monde. Et puis, quelqu'un de l'extérieur pourrait interpréter ça comme des conflits d'intérêts, mais non. Il faut connaître les artistes, il faut connaître les agents, les producteurs. Et puis, donc, on fonctionne dans un milieu qui est très lié, très socialement lié. Alors, c'est un contexte de travail privilégié, évidemment, parce que les valeurs, tu sais, les valeurs que transporte la culture, ben, ce n'est pas les valeurs fondamentales du monde des affaires, tu sais. Mais dans notre secteur, ce sont les valeurs fondamentales. Tu sais. Alors, moi, ici, ben, il faut que je sois gardien de ça parce que je fais partie et les participants là, que je vois de CIUS là, vont comprendre très bien. Je participe à une administration publique avec tout, même si on est 40 employés, des fois je lève la main au Conseil du Trésor ou au ministre des Finances. Écoutez, on est 48 employés, mais non, c'est one size fits all. Alors, tout ce qui est nécessaire pour gérer l'appareil gouvernemental, ben moi, je dois m'y conformer dans le détail. Donc, souvent, je suis un peu le médiateur entre l'administration publique et comment fonctionne le milieu du spectacle. Justement, Gaétan, c'était intéressant parce que je me rappelle quand tu as pris ce poste-là, on jasait, puis tu disais, bon, mais là, je suis comme rendu fonctionnaire. Alors, tu es parti du Grand Théâtre, du Cirque du Soleil. C'était un peu une atmosphère un peu, à cette époque-là, en tout cas, on était en train de resserrer tous les processus au Cirque du Soleil, gestion. Mais avant, c'était un peu le Far West de l'innovation. Tu sais, les gens poussaient la créativité dans les débuts.
Et toi, tu as fait partie de ça. Tu as fait partie des fondateurs du Cirque du Soleil, à quelque part. Tu as été un pas architecte, mais quand même planificateur de la Cité des arts du cirque, le siège social, la TAU, les résidences, en tout cas, l'École nationale de cirque même. Mhm. Et là, tu te retrouves un peu fonctionnaire à quelque part dans une bureaucratie et on blaguait un peu, on se demandait si tu allais survivre bien longtemps là-dedans. Et comment tu as réussi? Ben, finalement, premièrement, quand tu entres au Grand Théâtre, tu n'as pas l'impression d'être dans un ministère. Tu sais, tu rentres dans une salle de spectacle. Fait que déjà, l'ambiance ici, tu sais, je vais faire des tours au ministère de la Culture, c'est à 2 coins de rue. Tu rentres dans un ministère, ben, tu ne peux pas dire premièrement que c'est le ministère de la Culture. Ça pourrait très bien être le ministère de la Foresterie. Tu sais, il n'y a pas vraiment le milieu de travail est assez standard, quoique là, il y a beaucoup d'améliorations. Je vois les nouveaux édifices, là, comme la CNSST à Simoville. Bon. Mais disons qu'on a un lieu, nous, qui est très inspirant en partant. Euh, et puis moi, ben, j'essaie justement de protéger le grand théâtre de la bureaucratie. Bon, alors, faut pas trop faire subir à l'organisation, quoi qu'on est obligé de se conformer à toutes sortes, et en sort, ces dernières années, à chaque nouvelle idée, chaque nouvelle politique, chaque nouveau grand plan, que ce soit en développement durable, en sécurité des renseignements. Mais à chaque fois, il faut créer un comité, faut se donner un plan, tu sais, on est 40 ici, là, puis on gère 350 shows par année, là, qui rentrent, qui sortent. Alors, c'est sûr que je n'ai pas une équipe administrative, là. Alors, on est obligé de travailler avec des consultants. Euh, pour que nous, on opère, parce que c'est une grosse opération. Mais j'imagine que c'est un peu la même chose dans un hôpital. Il faut opérer, il y a du monde qui arrive. C'est pas. C'est toujours dans l'urgence. Alors, mais j'ai plus de marge de manœuvre puisque je suis un PDG. Euh, et puis que je peux gérer quand même relativement à ma manière là, au Grand Théâtre, tu sais, parce qu'on n'est pas une grosse société d'État. On n'est pas un gros morceau du budget non plus de la culture. Là, tu sais, le festival d'été a plus de financement pour la durée du festival que j'en ai, moi, pour toute l'année. Alors, donc, on a beaucoup d'autonomie de revenus. Et puis, ça se passe. Bon, l'avantage du ministère de la Culture, c'est que ce n'est pas une si grosse machine que ça. Je le connais depuis 45 ans. Alors, il s'agit d'avoir des bonnes communications régulières, le respect, et puis sensibiliser, tu sais, dans le respect, les limites qu'on éprouve, nous, au chapitre des opérations, puis du rythme auquel on peut aller. Mais en même temps, les réformes, on peut les faire assez rapidement parce qu'on n'est pas beaucoup. Tu sais, donc, si, par exemple, on change, il y a eu toute une transformation numérique, ben, on a 40 employés à former, là, on n'en a pas 2000. Tu sais. Alors, donc, on garde certaines qualités du Small is Beautiful. Alors qu'au Cirque du Soleil, c'était quand même une grosse entreprise, hein? Il y avait, même au temps où tu étais là, jusqu'en 12. 2013, 2012, 2012, il y avait quand même déjà 3 000 employés à travers le monde, 3 000 à Montréal. Ben justement, c'est quand même une histoire, tu sais, le Cirque du Soleil. Alors, peux-tu nous dire tes débuts au Cirque du Soleil? Parce que c'est quand même un fleuron, tu sais, de la créativité au Québec, à l'international. Les choses changent quand même, là, mais ils ont inspiré beaucoup de créatifs au Oui, Québec et ailleurs dans le monde. Et c'est une histoire exceptionnelle, en fait. Euh, la façon dont tu as géré le Cirque du Soleil, malgré le fait que ce soit une grande entreprise,
avec des principes de petites entreprises, dans le fond. Les gens, la liberté d'expression au cirque était totale parce qu'on se disait, ben, si ils ne peuvent pas le dire à l'interne, ils vont le dire à l'extérieur. Les employés, tous les employés participaient au profit. 10% des profits étaient distribués aux employés. Donc, les employés travaillaient fort, mais savaient qu'il allait avoir un résultat. Puis c'était significatif, là, même pour une adjointe administrative, ça pouvait être 2 000 à 3 000 par année là, de bonus là, liés au profit. Et puis, il y avait beaucoup de communication. J'avais développé d'ailleurs un programme de formation parce que quand je suis arrivé au site, moi, j'étais un diplômé, j'ai un bac puis un MSc DHEC, durant lesquels j'ai compris que je n'étais pas fait pour travailler dans le milieu des affaires, c'est-à-dire que l'argent n'aurait jamais pu être une motivation. Mes 2 parents étaient des travailleurs sociaux. Alors, donc, même je trouvais que le travail social n'avançait pas. Puis, tu sais, c'est un peu cruel à dire, mais je disais à mes parents, vous avez travaillé 40 ans, puis la situation est pire maintenant que quand vous avez commencé. Mais donc, je disais, je vais aller en management parce qu'en management, là, ça marche, ça avance, puis nanana. Sauf que le milieu des affaires, il avance, ça a tendance à évoluer un peu, mais il y a quand même toujours la notion du profit qui domine toutes les autres. Alors, je n'étais vraiment c'était pas conforme à mes valeurs, celles que j'avais reçues de ma famille. Alors, le milieu culturel est apparu comme idéal, dans le sens qu'on est très près du milieu communautaire, en termes de valeurs, en termes de l'humain, tout ça. Et puis, on est dans la joie. Tu sais, on est dans la création, on n'est pas dans la maladie, on n'est pas dans la misère, on est dans la joie. Alors, c'est un peu comme ça ce long préambule pour répondre à la question dont je ne me souviens plus, Richard. Ben, les débuts du Cirque du Soleil, tu Oui, sais, OK. c'est quoi, Ah, parce qu'ils ont inspiré beaucoup, mais tu sais, au début, tu étais là dans les premières années, là, peut-être pas la première année, mais OK, bien là, je fais le pont. Donc, ouais. j'arrive au Cirque du Soleil, qui est une entreprise qui réussit, qui est un modèle d'entreprise sur le plan économique, mais en même temps, qui vit des valeurs un peu comme à l'époque de Baie-Saint-Paul, à l'époque où c'est un collectif d'artistes, où bon, tout le monde est dans une ambiance, dans un engagement. Alors, de retrouver ça, donc c'est sûr que d'avoir fait les HEC m'a aidé beaucoup au Cirque du Soleil parce que là, il fallait gérer une entreprise. J'ai commencé comme VP planification et développement, donc développement organisationnel. Alors là, la première chose qu'on a fait, c'était une formation parce qu'il n'y avait personne qui avait de formation en gestion. C'était tout du monde qui avait grandi du terrain. Il y avait seulement les comptables qui avaient une formation, pas en gestion, en finance, pas en comptabilité. Alors, donc, on avait créé avec Laurent Lapierre, qui a d'ailleurs été directeur au Trident à Québec, et qui est devenu un prof, qui a fait son doctorat. Et puis, on avait monté un programme de gestion basé sur le travail du metteur en scène. On dit, bon, OK. Puis, on envoyait travailler au cirque là, des metteurs en scène. Alors, comment un metteur en scène communique avec ses artistes? Est-ce qu'il envoie des courriels? Est-ce qu'il fait des notes de service ou quoi? Ah, OK, il parle à l'artiste, il le regarde faire, il parle, l'artiste, il pose une question. Bon, ben, c'est ça qu'il faut établir avec les équipes, une communication de ce type-là. Puis là, ben, quelqu'un peut avoir une bonne idée? Oui, quelqu'un peut avoir une bonne idée autre que le metteur en scène. Alors, tu sais, on disait, ben, c'est pas l'argument de l'autorité qui doit prévaloir, c'est l'autorité de l'argument. C'est la meilleure idée qui devrait avoir le pouvoir. Tu sais. Alors, donc, de pouvoir faire ça dans une entreprise, une formation en gestion avec ces principes-là, c'était quand même le meilleur des deux mondes. Tu sais.
tu vis parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être une entreprise prospère, évidemment, et internationale. Donc, tu sais, nous, on se promenait sur la planète, puis on était des vedettes partout. Puis, tu sais, on avait accès à tout, puis on était... La carte du Cirque du Soleil, c'est un laissez-passer universel. Mais en même temps, d'avoir pu garder ces valeurs-là dans l'organisation. On faisait la planif, là, on faisait, c'était top-down. Il y avait quelques grandes orientations, puis après ça, on bottom-up, c'est-à-dire que là, par équipe, mon équipe accompagnait toutes les équipes pour remonter à partir des orientations. OK, comment ils voyaient ça dans le concret. Et puis, il y avait des rencontres au sommet avec Guy et Daniel en fin de processus pour tout placer ça. Donc, tu sais, il y avait vraiment une façon de gérer qui ressemble à aucune entreprise, ou en tout cas pas beaucoup, et qui réussissait très bien. Donc, tu sais, selon les paramètres des entreprises plus conventionnelles, le Cirque réussissait très, très bien. Donc, je trouvais que c'était une entreprise qui avait aussi l'avantage de donner un exemple, de dire, regardez, il y a plusieurs façons de faire des affaires, il y a plusieurs façons de gérer une organisation. Et puis, c'est pas parce qu'on est un peu plus soft, mettons, dans la gestion, un peu plus chaotique, comme tu le disais, que ça ne veut pas dire que ça ne sera pas profitable. En fait, le cirque est devenu de moins en moins profitable au fur et à mesure qu'il est devenu une entreprise de plus en plus ordinaire. Tu sais. Intéressant. Parce que sans rentrer là-dedans, parce que je sais que c'est quand même sensible, il y a eu beaucoup de restructuration, tu t'es retrouvé là-dedans à un moment donné. Mais justement, à quelque part, on dit la même chose d'Apple avec Tim Cook versus Steve Jobs. Donc, un expert en processus au profit de la créativité. À quelque part, les opérations, les processus sont peut-être améliorés, mais Apple a perdu de sa créativité. Il y a un excellent livre d'Ivy, celui qui était un peu le directeur du design, là, qui a écrit un livre un peu sur son expérience chez Apple. Mais à quelque part, où quelqu'un a raconté l'histoire d'Ivy plus tôt, là, mais à quelque part, c'est un peu ça. Hein? C'est les processus, des fois, vont tuer un peu. Il y a ce doux ballon-là entre la créativité, l'innovation et ça. Alors, il y a eu un tournant au Cirque du Soleil. C'est arrivé quand ce tournant-là, tu penses, parce que dans le fond, c'est un peu l'histoire, les entreprises grossissent, les organisations grossissent, puis là, ben, à un moment donné, tu perds le contrôle, il faut que tu engages du monde, là, les gens arrivent avec des idées. Les gens, Henry Mintzberg, qui est une des raisons pourquoi on a fait ce programme-là, hein, Gaétan. Henry et la MHL de McGill nous a beaucoup aidé à monter tout ça. Mais Henry va te dire, tu sais, à quelque part, tu sais, beaucoup d'innovations se tuent dans ces processus-là. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le point tournant du Cirque du Soleil? Est-ce que tu te souviens de cette époque-là où on est devenu beaucoup plus organisationnel? C'est à partir de combien d'employés, combien de spectacles, où là, tu dis, bon, là, écoute, attends une minute. Parce qu'Éric Plaude, qui est ici du CIUS, on a interviewé le PDG, c'est sûr que tous nos hommages, ils ont 20 000 employés, Gaétan, ça te donne une idée. Ils ne sont pas juste dans les hôpitaux, ils sont dans les communautés. C'est très, très complexe. Mais ils ont un élément bureaucratique quand même vraiment important et pour plein de raisons. Mais alors, imagine le Cirque du Soleil. À partir de quel moment est-ce qu'ils sont tombés un peu dans ces processus-là? Là, tu soulèves aussi une question que je me pose tout le temps. Je me la pose moins au Grand Théâtre parce que le Grand Théâtre ne peut pas grandir. Tu sais, on peut pas... on ne se mettra pas à faire de l'exportation, tout ça. Mais pourquoi les entreprises, tu sais, qui arrivent, il y a comme une taille idéale, tu sais, à un moment donné où tu es assez profitable, tu es capable de garder des conditions sociales dans l'entreprise, tu sais, beaucoup plus humaines, tout ça. Pourquoi vouloir grossir à tout prix? Tu sais, pourquoi en vouloir toujours plus?
Parce qu'à un moment donné, le Cirque du Soleil aurait pu très bien dire, ben, nous, là, notre terrain de jeu est là. On peut faire 2, 3 nouveaux spectacles par année. Et puis, c'est très profitable. On reste proche de notre monde. Le monde reste proche de l'entreprise. Bon. Mais c'est pour ça que je ne suis pas un entrepreneur, probablement. Ce n'est pas la mentalité de la croissance. Mais ça a tourné au moment où il y avait un équilibre incroyable au cirque. Hein? Il y avait Guy Laliberté, Daniel Gauthier, qui étaient des actionnaires à 50-50. Donc, et qui étaient diamétralement opposés. Tu sais, en termes de tempérament, en termes de réflexe, en termes de... quand on faisait des tests psychométriques, là, tu ne pouvais pas avoir plus le contraire de Guy ou plus le contraire de Daniel, puis ils étaient obligés de s'entendre parce qu'ils étaient 50-50. Et c'est ce qui a fait que le cirque a marché sur un fil de fer en deux forces incroyables, mais qui trouvaient toujours la place pour être en équilibre, dans le fond, en respectant tous les aspects, tu sais, ceux que Guy privilégiait, ceux que Daniel privilégiait. Et puis, à partir du moment où il n'y a plus eu ces deux forces-là égales, ben, le cirque a pris une tendance. Et puis, effectivement, il s'est aussi très corporatisé. Là, tu sais, c'est très différent d'avoir un CEO qui est actionnaire à 50 qu'un CEO embauché. Tu sais, qui lui, oui, a une partie des actions, c'est sûr, mais qui n'est pas 50-50 avec le propriétaire. Et puis, et la croissance. C'est quand on grossit, on grossit, on grossit, ben, comme n'importe quelle organisation, qu'elle soit privée ou gouvernementale, ça se bureaucratise. Tu sais, en management, on sait qu'il y a des groupes, des tailles d'organisation, en sociologie surtout, là, des tailles d'organisation qui sont optimales pour la nature humaine. Tu sais, c'est rarement à coût de 10 millions, de 10 milliers. Tu sais, donc, pour que chacun ait un sens d'appartenance. Donc, le cirque est devenu une entreprise plus conventionnelle, en appliquant des règles plus conventionnelles. Le partage du profit a sauté, il est disparu lors du 25e anniversaire. Donc, c'est sûr que là, ça change la relation des employés avec l'entreprise. Là, c'est parce que je travaille fort, mais avant, ça me profitait. Là, ça me profite moins directement. Oui, ça me profite, j'ai un salaire. Bon. Alors, donc, c'était des méthodes de gestion plus traditionnelles qui ont été appliquées. Et puis, je ne dis pas que c'est mauvais parce que le cirque, c'est encore une entreprise incroyable là, qui a des succès, qui a vendu 270 000 billets à Montréal l'été dernier. C'est pas beaucoup moins que moi ce que je vends en un an au Grand Théâtre. Là, alors, c'est énorme. Puis on regarde la qualité des spectacles qui sont encore, si on va à Vegas, dans le fond, dans le rendu, c'est encore le Cirque du Soleil. Et puis, mais ceux qui travaillent, qui ont connu les deux périodes, ben, ils disent, ben, c'est différent. On ne dit pas que c'est moins bon, mais c'est différent. Et puis, c'était le fait de deux personnages, le Cirque du Soleil que moi j'ai connu. J'ai connu, d'après moi, la plus belle période du cirque. J'ai été là de 92 à 2012. Donc, le cirque n'était plus dans la survie de l'entreprise qui débute avec difficulté. Déjà en 92, on faisait 40 millions de chiffre d'affaires. Donc, on était déjà la plus grosse entreprise de production de spectacles à Montréal. Alors, donc, on avait des moyens. Et puis, mais là, tout était à faire. Comme je te dis, il n'y avait personne qui avait une formation en gestion dans l'organisation. Fait qu'il fallait
mais ça nous a permis de faire de la formation en fonction de certaines valeurs plutôt qu'une formation plus standard. Tu sais, il y a une idée que Henry Mintzberg et moi, on partageait. C'était mon gourou, moi, quand j'étais au HEC, puis on s'est rencontrés plusieurs fois quand j'étais au Cirque du Soleil. Puis, tu sais, on dit le malheur du monde vient de tous ces diplômés MBA là, de la planète, là, tu sais, qui ont appris des C'est ça recettes. que j'avais perdu mon fil tantôt, je voulais dire justement, c'est que lui, il est contre les MBA, là, justement, les gens qui sont formés. Ouais. Tout à fait. Puis moi, j'ai fait mon MSC qui était très différent parce que ça te prend un bac en gestion pour faire un MSC en management. Tandis que le MBA, ça a été designé pour à Harvard dans les années 60 parce que de plus en plus, par exemple, de médecins, d'ingénieurs qui devenaient dirigeants d'organisations. Donc, c'est un cours adapté, un cours accéléré en gestion, mais avec des gens d'expérience dans la salle. Aujourd'hui, le MBA, c'est des étudiants du bac qui veulent un meilleur statut parce que c'est plus payant sur le marché un MBA qu'un bac. Mais moi, j'étais stagiaire d'enseignement au HEC. On prenait le bac, le programme du bac de 3 ans, puis là, on disait, OK, faut ramener ça à 2 ans. Tu sais, dans le fond, c'est moins fort qu'un bac, un MBA, parce que c'est pas fait pour faire c'est fait pour des gens qui ont un diplôme universitaire, une pratique de gestion pour vraiment en faire des gestionnaires, puis de partager des expériences, comme le programme de Mintzberg, le IMBA, là, qui, lui, est vraiment dans l'esprit du MBA des années 60. Alors, non, effectivement, le MBA, c'était désolant. Premièrement, tu réduis le contenu d'un bac pour donner une maîtrise. Ensuite, c'était vraiment la recette. Hein? C'est la théorie, une façon de faire les choses, la productivité, Alors, donc, on partageait ce point de vue-là. Puis, moi, jamais j'aurais voulu faire un MBA. De toute façon, je n'aurais pas besoin. En fait, un bac. Alors, le MSC, ben, ça, c'était vraiment intéressant à l'époque. Gaétan, si on revient à la créativité, Oui. parce que donc c'est intéressant l'histoire que tu racontes, qu'à l'époque, tu sais, le Cirque du Soleil recevait beaucoup de demandes de conférences en créativité. OK, donc, et puis là, Guy, ça ne l'intéressait pas de faire ça. Et puis, bon, toi, tu étais désigné pour ça. Et raconte-nous un peu cette expérience-là. J'aimais ça faire ça. Moi, j'ai enseigné 4 ans au HEC. Quand j'ai terminé mon MSC, j'enseignais au bac soir. Alors, j'ai toujours aimé communiquer, tout ça. Donc, effectivement, celui qui aimait ça, faire ça, puis qui se débrouillait pas mal aussi, c'était moi. Donc, les demandes arrivaient sur mon bureau. Ça venait de l'Asie, ça venait de l'Amérique latine, de l'Europe, de partout. C'est incroyable. Je me souviens, par exemple, je ne me suis pas préparé, mais il me vient des flashbacks. C'était l'Association du béton des États-Unis, l'Association des cimentiers aux États-Unis. 600 personnes, OK? Toutes des ingénieurs. Puis là, tu parles de créativité. Puis j'avais conclu, j'avais conclu en disant, avec la créativité, rien n'est jamais coulé dans le béton. T'sais. Alors, pour montrer un peu, mais donc, ça. Et puis, tu sais, c'est des principes, dans le fond, de base. Je me souviens en Chine où j'avais commencé ma conférence, un peu provocateur, mais ça avait bien réagi, mais avec une gêne. Ben, les 3 ennemis de la créativité, c'est la tradition, c'est la hiérarchie, et puis c'est, il y en a un troisième, là, hiérarchie, tradition. L'autorité. Autorité. Tu sais, alors, fait que là, ça commence mal, tu es en Chine, là, tu sais. Mais c'est le milieu artistique, puis ils sont d'accord, tu sais, qu'il y a une grande emprise. Fait que,
Alors, c'est ça, tu sais, c'est comme je le disais tantôt, la créativité, c'est de mettre en valeur, parce qu'on est tous créatifs quelque part. On est tous des gens créatifs qui dorment. Il y en a qui se réveilleront jamais. Il y a des circonstances dans la vie qui provoquent notre créativité. Euh, mais c'est le contexte qui va faire la différence. C'est donc justement que ce ne soit pas le patron. Un autre problème en Chine, c'est que si tu n'es pas le patron, tu n'as pas le droit d'avoir une idée. Puis même les employés vont dire c'est pas ma job d'avoir des idées, c'est la job du directeur. Tu sais? Alors, on voit là, que on n'est pas parti pour créer beaucoup, quoique ils sont très créatifs dans toutes sortes de domaines. Euh, donc, c'est ça. Autour de la table, il faut que ce soit une discussion entre pairs, tu sais, puis ça, je disais, l'autorité de l'argument plutôt que l'argument de l'autorité. Le temps, tu sais, prendre le temps, qui aujourd'hui devient de plus en plus rare. Tu sais, l'enveloppe autour ici que vous voyez là, sur mon background, ça a gagné 16 prix nationaux et internationaux en architecture. Et puis, on a fait un documentaire là-dessus. Et les architectes le disent. Au Grand Théâtre, on nous a donné le temps de faire le travail comme il faut. C'était plus long que prévu, mais le succès est sans contredit. Il n'y a pas un building à Québec qui a eu 16 prix nationaux ou internationaux en architecture. Alors, parce que c'est une technologie qui n'était pas du tout présente, il a fallu aller s'inspirer en Europe. Ça n'avait jamais été fait en Amérique, mais ça a été 2 fois plus long que prévu de faire. Puis ça, j'ai appris ça au Cirque du Soleil. On prenait 1 an et demi faire un spectacle, alors que faire un show en général, tu sais, en théâtre, là, c'est quelques semaines là, pour monter. C'est ce qui manque le plus souvent, même dans le milieu artistique, c'est le temps d'amener l'œuvre justement dans l'exception, plutôt que, oui, très bon, mais c'est toujours la coche le plus loin, là, c'est toujours beaucoup plus d'efforts. C'est comme quand on est à l'université, avoir 90, c'est 2 fois plus d'ouvrages qu'avoir 80. Tu sais? Alors, c'est la même chose, tu sais, quand le temps de créer, l'affaire top, là, que tu vas être complètement spectaculaire, ben, est 2 fois autant d'ouvrages que tout le reste, le 90 du reste. Tu sais. Alors, donc, le temps, c'est. Et puis, le droit à l'erreur. C'est parce que là, si tu n'as pas le droit de te tromper, tu n'essayes rien. Alors, ben, puis les gens, ben, s'ils se font punir d'avoir fait une erreur, ils ne prendront plus le risque. Alors, si tu réduis la prise de risque, évidemment, tu réduis la créativité énormément parce que pour aller ailleurs, pour penser en dehors de la boîte, ben, faut se mettre les pieds où on n'a jamais mis les pieds. Puis on peut se casser la gueule. Tu sais, puis Guy nous disait d'ailleurs, faites des erreurs. Faites pas 2 fois la même, mais vous pouvez faire des erreurs. Ça le choquait si on faisait 2 fois la même erreur. Ce qu'on fait souvent d'ailleurs. Hein, quand on regarde les choses fonctionner autour de nous, on répète les mêmes erreurs, tu sais, avec une assiduité assez spectaculaire. Alors, donc, c'est pas compliqué sur le plan des principes, la créativité. C'est surtout le leadership qui va faire que ça va vivre dans une organisation ou pas. Alors, c'est pas. Oui, dans un groupe de travail, on peut avoir des techniques de créativité, puis ça se développe, puis etc. Mais ça prend un leadership dans l'organisation qui amène les gens. Comme moi, je suis arrivé ici, j'ai fait toutes sortes de nouvelles affaires. On a créé une nouvelle salle de spectacle qui, elle aussi, a gagné un prix en design. Une petite salle qui nous manquait au Grand Théâtre pour les artistes de la relève ou les artistes émergents. Une petite salle de 120 places, alors que
notre plus petite salle, avant, avait 500 places, à 500 places, la salle Octave Crémazie, puis 2000 places dans la grande salle. À Québec, un artiste qui vend 500 billets, c'est un artiste solide. Alors, nous, on avait beaucoup de difficultés à s'occuper des plus jeunes, puis c'était un espace magnifique dans le Grand Théâtre, c'était des bureaux. Alors, j'ai dit, on sort les bureaux d'ici, et puis on se fait, c'est devenu le studio TELUS, et là, qui nous permet de programmer toutes sortes d'affaires de façon très conviviale, dans une ambiance lounge, il y a un bar et tout. Alors, donc là, le signal qui est envoyé, c'est de dire, bon, OK, c'est pas parce que ça existe, comme souvent on a dans des organisations là, plus traditionnelles, plus bureaucratiques. Parce que tu peux être bureaucratique sans avoir de bureaucratie. Tu peux avoir un esprit, tu sais, bon, l'esprit de silo, l'esprit de pas changer trop. Alors, fait que là, bon, ben ça change, puis le monde avait du fun que ça change. Puis bon, alors là, ça a changé l'esprit dans le sens que maintenant, le monde qui ont des idées, même s'ils sont farfelus, ils viennent faire un tour. On n'est pas gros, là. C'est très accessible. Là. Moi, quand ma porte est ouverte, là, tout le monde passe, puis je peux saluer tout le monde de mon bureau. Ben, bon, j'ai pensé à telle affaire, puis bon, ben, tu sais, donc, d'envoyer le message que oui, on en veut de vos idées, tu sais. Mais c'est pas toutes les organisations qui sont structurées pour faciliter ça. Tu sais, il faut vraiment que le bas monte vers le haut, puis oui, le haut oriente, tu sais, mais comme là, on est en train de faire notre planification stratégique, on fait une rencontre, là, justement, dans le studio, dans une ambiance détendue. On va passer une demi-journée avec les employés. On dit, voici, nous, ce qu'on pense qui devrait être nos orientations, qui sont nos enjeux, puis nos orientations pour les 5 prochaines années. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va passer une demi-journée avec un animateur en petit groupe, en grand groupe. On va faire ce mécanisme-là pour aller chercher. Puis là, déjà, les gens répondent. On fait ça le 3 avril. Fait que là, les gens répondent pour s'inscrire puis choisir leur lunch. Et puis, on a hâte. J'ai dit, ben, tu sais, au plaisir de pouvoir partager nos idées sur l'avenir du Grand Théâtre. Tu sais, donc, fait que là, ben, c'est sûr que s'il y a des bonnes idées, des fois, il y a des idées farfelues. Il y en a une qui est devenue un running gag ici. C'est un des gérants de salle qui a toujours voulu installer un ascenseur pour faire une terrasse sur le toit. Tu sais. Mais il la répète à chaque fois. Puis on rit tout le monde, tu sais. Puis là, évidemment, dans le contexte de la nouvelle enveloppe, puis de ce qui est devenu notre toit, on peut pas le faire, là, mais tu sais, c'est d'être réceptif, effectivement, puis d'avoir, tu sais, d'en faire aussi un peu de folie, là. Tu sais, moi, je ne suis pas très sérieux. C'est pas un naturel très sérieux, tu sais. Alors, c'est sûr que ça aide, là. L'humour aide beaucoup, tu sais. Gaétan, je t'écoute parler du Grand Théâtre et je pense que c'était comme, tu t'en parles avec vraiment grande fierté puis avec raison. Puis on voit l'image pour tous ceux qui voudraient voir les images, là, aller sur le site du Grand Théâtre. Vous allez voir le fabuleux, parce qu'en podcast, il n'y a pas d'image. Vous allez voir le nouvel édifice, l'enveloppe vitrée du Grand Théâtre qui a été dévoilée un peu durant le temps de la COVID. Donc, il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Et même à l'intérieur, il y a eu plusieurs changements vraiment intéressants, Gaétan, tout l'aspect lounge et tout. C'est vraiment le fun d'aller là. Tu en parles avec grande fierté, Gaétan, puis c'est tout à ton honneur. Mais tu étais aussi extrêmement fier lorsque tu travaillais au Cirque du Soleil. Et tu étais un ambassadeur vraiment incroyable de ce côté-là. Et j'aimerais qu'on poursuive du côté créativité. Donc, parce que
c'est quand même ta force, tu es capable de mobiliser les gens vers la créativité. Tu nous as un peu résumé un peu les formations que tu donnes de ce côté-là. Dis-moi, c'est qui les grands créatifs que tu as connus à travers les années? Fait que si je te nomme du monde en rapid fire, capable de me dire pourquoi eux autres étaient, ils étaient créatifs. Guy Laliberté pour commencer. Pourquoi c'était quoi son succès à lui de créativité? S'il Écoute, était ici, c'était comment? écoute, Guy, effectivement, c'est quelqu'un mais qui avait un leadership qui générait aussi beaucoup de créativité parce que à Baie-Saint-Paul, la fête foraine, c'était un collectif, ça. Tu avais toute une gang d'artistes de différentes disciplines qui ont inventé le projet du Cirque du Soleil, qui organisait la fête foraine, mais qui, pour Québec 84, avait inventé un modèle de cirque qui était inspiré des cirques traditionnels avec le chapiteau, tout ça, et dans une forme artistique plus théâtrale, dans le fond, que le cirque traditionnel, c'était, en fait, tu avais un MC qui présentait différents numéros, qui avaient chacun leur costume, chacun leur musique. Il n'y avait pas d'unité. C'était une suite de performances présentées par un maître de cérémonie. Là, c'est devenu raconter des histoires. Et ça, les premiers qui ont fait ça, ce sont les Français. On peut parler du cirque le plus marquant de ce côté-là. C'était le Cirque Plume en France, qui existait avant le Cirque du Soleil. Et puis, mais, donc, on s'inspire du cirque traditionnel, s'inspire de Plume dans le sens qu'on raconte une histoire, puis on s'inspire de l'Amérique du Nord pour vendre des billets. Alors, parce que le Cirque Plume, il disait, c'est pas le Cirque du Soleil qui a inventé ça. Comment ça se fait que c'est eux autres qui vendent des billets? Bien, justement, il y a un département de marketing qui vend des billets, tandis qu'en France, le régime de soutien culturel fait que tu peux créer, puis à la limite, jamais présenter le spectacle, puis tu vas pouvoir vivre à l'année en créant des spectacles que personne n'aura jamais vus. Alors, il n'y avait aucune pression pour vendre de billets. Alors qu'ici, le milieu culturel est supporté par le gouvernement, mais le cirque n'aurait pas pu tout faire ça seul. Il aurait pu faire la première année. Et donc, Guy, mais Guy, comme si on revient, par exemple, à l'analyse un peu du personnage, donc, si on l'avait ici, il serait comment, Guy? Comment tu l'identifierais? Donc, tu dis rassembleur, quelqu'un qui était capable de prendre les idées de différents endroits puis les amener de l'avant ou comment? Ouais, en fait, de rassembler des créateurs. Il y avait Franco Dragone, René Dupéré, Michel Craig, Dominique Lemieux. Il y avait toute une équipe de créateurs que Guy avait mobilisé. Donc, la capacité, lui-même, il ne dessinait pas grand-chose, le Guy, là, mais il mobilisait les créateurs qui avaient le goût de travailler pour lui, leur donnait les conditions pour travailler. Allez-y, par exemple, donc, il y avait un grand respect des créateurs. Leur donnait, un show de tournée à l'époque, les créateurs pouvaient travailler 6 mois avant de rencontrer l'équipe de production, là, pour pas que, justement, ça, c'en a un autre principe en créativité. Il faut pas... De tout le délai. L'équilibre en divergence et convergence. La créativité, c'est de diverger. OK? Tu t'essayes, tu t'en vas tu tires dans toutes les directions. Puis il faut que tu te laisses le temps de diverger assez longtemps avant de commencer à converger. Alors, la production, c'est ça son rôle. Elle va tout ramasser ça, puis elle dit, non, il faut livrer ça telle date, puis là, tiens, on s'en va, on converge. Alors, cette idée de laisser au créateur que Guy avait le temps de diverger, ben, ça enrichit la matière première, avant de commencer à converger. Donc, c'est un grand principe de la créativité qu'on parle beaucoup dans le design thinking, tout l'aspect de divergence, mettre les choses aussi sur la mijoteuse, attendre le bon moment, l'idée va germer, tu vas revenir, tu partages l'idée. Exact.
OK, si on parle d'un autre créateur qui est en fait un peu un genre de compétiteur, si on veut, parce que tu es dans la diffusion, Robert Lepage avec le diamant. Donc, est-ce que tu connais Robert Lepage? Oui, oui, puis il a Bon, travaillé avec le Cirque du Soleil. Il a fait 2 shows avec le Cirque du Soleil. Et puis là, il est en train de travailler avec Peter Gabriel. Là, et c'est un retour. Il ah, l'avait fait au début des années 2000. Et puis là, ils vont retravailler ensemble. Euh, c'est Robert un Lepage. scoop? Non, non, non. J'ai lu ça dans le journal. Je l'ai lu aussi dans OK. le journal. OK. Alors, il est comment, Robert Lepage? Ben, Robert Lepage, bon, premièrement, c'est pas un compétiteur, là, c'est pas lui qui s'occupe de la diffusion. Faut faire la différence entre le Diamant et Robert Lepage. Le Diamant, il y a une équipe de diffusion. Puis à Québec, moi, l'esprit que j'installe, c'est que ce sont des collègues. On est peut-être compétiteurs, mais moi, je suis le grand frère là-dedans, évidemment. C'est moi qui ai le plus de moyens, le plus d'expertise à plusieurs égards. Et puis, on partage ça avec nos collègues du Périscope, de la Bordée, du Capitole, du Diamant. Il y a une communauté de diffuseurs à Québec. Euh, Robert, il est resté un créateur, là, dans le fond. Lui, c'est plutôt les ateliers de création dans lesquels il travaille. C'est pas lui qui fait la programmation du Diamant. C'est pas lui qui fait la job de diffusion du tout. Alors, mais c'est un grand créateur. Euh, Quelqu'un qui, effectivement, a amené le théâtre ailleurs, a amené l'opéra ailleurs aussi, a fait plusieurs opéras. Il en a fait un ici. On sert de résidence de création pour. On a servi, on va servir encore de résidence de création pour plusieurs opéras en coproduction avec le Metropolitan Opera à New York. Alors, on a un opéra de François Girard, 2 de Robert Lepage. Alors, tu sais, il réinvente complètement, tu sais. Et puis, mais Robert Lepage a travaillé au Grand Théâtre. Il était marionnettiste au Grand Théâtre au tout début de sa carrière. Et puis, c'est beaucoup là qu'il a développé toutes les mécaniques de scène parce qu'il jouait avec des marionnettes. Puis, alors, toute son approche de décor qui se déplace, qui se transforme, cette mécanique ingénieuse, ben, c'est beaucoup, c'est venu de son travail avec des marionnettes au départ. Alors, puis, écoute, évidemment, il était toujours diffusé. C'est ici qu'il a découvert sa vocation au Grand Théâtre. D'ailleurs, on a publié un livre sur les 50 ans du Grand Théâtre. Et puis, c'est un livre costaud et complètement illustré. On a publié ça en juin dernier, qui est vraiment vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, vous pourrez Non, voir on sur l'a le vu. site. Et c'est Robert Lepage qui écrit la préface. Tu sais. Alors, puis longtemps, Robert, ben, c'est ici qu'il était diffusé. C'est le Trident qui diffusait les œuvres de Robert Lepage à Québec. Alors, ça se passait au Grand Théâtre, et puis c'est depuis que le Diamant existe que Robert diffuse ses œuvres au Diamant. Ça faisait peur au Trident, mais finalement, moi, ça ne m'a jamais inquiété. Mais finalement, ça n'a pas eu d'impact négatif sur les autres théâtres de Québec parce qu'il y avait de la place pour un théâtre de plus. Surtout, comme le Diamant, dans un créneau très particulier. Alors, c'est le gros travail que le Diamant a à faire, mais donc, pour Robert Lepage, écoute, c'est des gens qui font des associations d'idées qui, après, semblent comme évidentes, mais que personne ne fait a priori. C'est cette capacité de connecter différentes affaires qu'on ne connecte pas d'habitude. Alors, fait que Est-ce que lui, selon toi, c'est un des plus. Tu sais, tu as quand même travaillé avec Guy Laliberté. Est-ce qu'au niveau de cette capacité de faire des connexions qui n'apparaissent vraiment pas
évidente? Est-ce que c'est un des plus... les personnages en leadership créatif, est-ce que c'est un des plus impressionnants que tu as rencontrés? Robert Lepage, écoute, parce que lui, c'est un vrai créateur. Là. Guy, c'est un créateur d'entreprise. Et son habileté, premièrement, c'était un effronté. Et puis, lui d'aller voir n'importe qui, c'était pas un problème. C'était ça son grand talent. Au cas D'abord, où il écoute le podcast, on va juste dire que on ne va pas couper ça à l'enregistrement, mais juste pour dire qu'effectivement, c'est comme un peu un compliment de dire que Guy oui, Laliberté je était le très dis, confiant. je le dis comme un compliment. Là. Tu Oui. sais, il faisait des démarches que personne n'aurait osé entreprendre. Là, tu sais. Alors, et puis, il y avait cette drive-là là, incroyable. Là, tu sais, et puis, c'était un pitcher incroyable. Là, tu sais. Quand il faisait un pitch de ses projets, c'était très difficile de dire non. Tu sais, il y avait cette force de convaincre, d'aller premièrement voir les plus gros, puis là, de s'asseoir devant eux, puis leur dire, écoutez, là, moi, j'ai quelque chose d'unique, puis et c'était un vendeur incroyable. Là, tu sais, il a vendu le ciel du soleil de façon incroyable. Alors, ça lui appartient, tu sais, parce que il n'y a personne d'autre au Cirque du Soleil qui faisait ça, là, surtout au début. Alors, tu sais, il y avait, comme les entrepreneurs d'ailleurs qui réussissent, là, ils ont de la drive, ils sont effrontés, ils ne sont pas conformistes, ils ne suivent pas le protocole habituel, ils créent des situations, puis ça se passe. Tu sais. Alors, c'est un grand talent, mais c'est pas, on ne peut pas comparer un créateur d'œuvres artistiques à un créateur d'entreprise ou de concept. Là. Alors, Robert Lepage, c'est sûr que, bon, d'autres créateurs, tu sais, moi, en Tu as fait, croisé dans ta vie. oui. Ben, tu sais, les créateurs qui travaillaient au cirque, là, on a eu plusieurs là, qui étaient fantastiques. Là. Stéphane Roy, les scénographes, là, Michel Crête, Stéphane Roy, qui faisait des scénographies complètement démentielles, là, tu sais, les C'est décors. Champagne. Champagne aussi. Euh, champ- euh, Mais c'est lui qui travaille. Dominique. Dominique Dominique Champagne. Champagne, oui. Dominique Champagne, c'en est un, ça aussi, un metteur en scène, un créateur. Euh, et puis qui adorait travailler au cirque parce qu'il y avait à la fois les moyens, puis à la fois, ça, c'était le grand talent de Guy et de le dire au département de production. Non, 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 mais allez-vous-en pas, c'est trop vite, c'est trop vite. Puis au final, on verra bien, on verra bien. Vraiment, c'était la création au cœur, puis lui, il protégeait la création, il donnait toutes les conditions favorables aux créateurs. C'était ça le grand succès. Puis après ça, il a vendu ces créations-là un peu partout dans le monde. Alors donc, c'est beaucoup ça le talent, tandis que le talent des créateurs comme tel, que j'ai moins fréquenté, évidemment, tu sais, je suis un gestionnaire. Alors, je n'étais pas dans les séances de création comme telles, mais j'ai eu des amis comme Stéphane Roy, par exemple, le scénographe. Ben, c'est toujours la même chose, hein? C'est cette capacité de faire des connexions ou de transposer une idée d'une manière complètement différente. Tu sais, alors, donc, tu as les créatifs et les créateurs. Tu sais, ils ont la même capacité, mais les créateurs font des œuvres. Les créatifs, ben, ils vont peut-être tu sais, trouver une très bonne idée pour faire une nouvelle salle de spectacle, mais tu sais, je ne suis pas un créateur. Euh, c'est des gens très, tu sais, que ce soit Robert Lepage ou Guy ou
Dominique Champagne ou même René Dupéré, le compositeur. C'est des gens qui sont autonomes de pensée. Ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent. Quand ils développent leurs idées, puis après un certain temps, ils font leurs preuves, les gens les suivent, mais c'est des gens indépendants de pensée, tu sais, qui... Et qui doivent, à quelque part, livrer un produit qui est utile, apprécié. Sinon, fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, ils ont essayé des choses. Si ça a marché, c'est correct, mais si ça n'a pas marché, bang, ils vont probablement avoir l'intelligence émotionnelle de dire, bon, OK, ça, c'est peut-être pas, ça n'a peut-être pas pogné, là, je vais recommencer. Guy était bon là-dedans. Lui, il regardait les propositions, là, les fausses au lion. Ouais. Ça, les fausses au lion, tout le monde était sur le gros nerf. Là, il disait, ouais, non, ce numéro-là, pas à la fin du processus, là, mais en cours de processus. Ah non, Les ce éliminait. numéro-là, il y avait le sens. Ça ira nulle part, ça. Tu sais, il y avait le sens chaud, public. Qu'est-ce qui allait être apprécié du public? Alors, Gaétan, le temps file et on est déjà rendu, en fait, à ouvrir les questions aux personnes ici pendant quelques minutes. Donc, et à la fin, on ne va pas quitter sans t'inviter lundi, si tu peux, c'est la dernière minute, mais un visionnement du spectacle Urgence rurale 360 sur Zoom, dont je t'ai déjà parlé. C'est à midi. OK. Sur le même lien, et tu peux inviter quelqu'un de chez toi qui s'occupe de la diffusion parce que là, on va avoir ton opinion à savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette... OK. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour rejoindre le plus de personnes, pour changer les choses? Tu vas voir, c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'on le fait live? Est-ce qu'on le fait? Mais là, c'est un film de ce qu'on a fait pour un projet de recherche. On compare ça à une conférence scientifique standard, à un rapport, et les gens ici en stage ont vu les trois conditions pour la plupart. Alors, Gaétan, on va t'inviter pour ça certainement, mais avant, on va ouvrir les questions. Qui a des questions pour M. Gaétan Morancy? Alors, Moi, je suis de retour dans un environnement plus stable. Tantôt, j'étais en conduite, mais j'ai beaucoup apprécié votre intervention. J'ai trouvé ça super inspirant et ça partait du cœur. C'était vraiment beau. J'aimerais que j'entende sur la place de l'intuition dans vos décisions. Je serais juste curieuse. Et là, Gaétan, je vais être obligé d'orienter parce que les dernières entrevues qu'on fait, pour donner la chance à tout le monde, on va y aller plus avec ce qu'on appelle... Des contre-réponses? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on appelle ça? Rapid fire. D'accord. Alors, l'intuition, en fait, le jugement et l'intuition, hein, je trouve que c'est proche. C'est dans le sens, c'est la capacité de reconnaître ce qui est une bonne idée. Et puis, effectivement, moi, je suis plus un intuitif. J'ai des cadres ici, par exemple, j'en ai connu ailleurs aussi, j'en connais, qui sont très analytiques, qui vont tout décortiquer. Alors, moi, j'essaie d'en avoir autour de moi parce que j'aime pas tellement ça, faire ça. Je suis plus un intuitif. C'est comme deux tempéraments. D'après moi, l'intuitif, prendre une décision, c'est très émotif. Hein? Ce n'est pas une affaire intellectuelle. Prendre une décision, on la brasse et c'est avec les tripes qu'on décide finalement. Alors, l'intuition aide dans ce sens-là, c'est-à-dire que on ne peut jamais être sûr à 100% que c'est bon. Alors, émotivement, l'intuition va venir compléter un petit peu ce que l'analyse ne peut pas nous garantir. Gaétan, en passant, peut-être que as-tu déjà entendu parler de la ruche? Oui, c'est un organisme de financement collectif. Oui.
Exact. C'est, Donc, j'ai la chance de c'est- confonder ça avec Jean-Sébastien Noël, qui est de la OK. région de Québec. Donc, moi, j'ai travaillé longtemps à Québec, mais à partir de Montréal, je faisais l'aller-retour. OK. Alors, ben ça, c'est une très belle initiative et plusieurs en Oui, profitent beaucoup. Là. Très bien. Bravo. je oui. Très pensais les créatif. ateliers, Merci. là, Très la Oui, créatif. c'était difficulté. créatif. J'ai pas de leçon à donner à ta gang, là, Rick. Là. Ben non, on Écoute, en a appris plein. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, j'adore. et justement, là, je pense que Isabelle et Virginie avaient leurs mains quasiment en même temps. Je ne sais pas qui. Ben, Virginie, je t'ai vu me passer la POC, là. Merci, M. Morancy, pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Moi, je me questionne. Vous avez dit en tout début de rencontre que l'organisation pour le Cirque du Soleil, pour ne pas la nommer, c'est une organisation qui est l'humain était vraiment au centre de l'organisation. Tout était axé là-dessus parce que ben, c'est eux qui font le spectacle, c'est eux qui le montent, donc il fallait que ce soit centré là-dessus. Puis presque du même souffle, vous disiez aussi que c'était très chaotique. C'était un peu chaotique comme organisation. Puis bon, comment l'humain étant souvent assez anxieux, est-ce que c'est que les créatifs, parce que vous travaillez avec des gens qui étaient très créatifs, qui vivaient bien dans ce chaos-là, ou vous pensez que ça peut s'appliquer à différents types de personnes? Bonne question. C'est sûr que le chaos, je dirais que c'est comme plus un mode pour être plus management, là, c'est de l'ajustement mutuel. Tu sais, on n'est pas dans des structures toutes dessinées d'avance, on est plus comme en gestion d'ajustement mutuel. Il y en a qui ont beaucoup de misère, qui font de l'anxiété carrément ou qui sont incapables de fonctionner dans ce contexte-là. Donc, c'est sûr que l'organisation, naturellement, les éliminent. Ils s'éliminent d'eux-mêmes. Tu sais, d'ailleurs, ceux qui ont besoin d'une structure, de savoir d'avance comment ça va se passer, ont beaucoup de difficultés à vivre dans un milieu comme ça et on va avoir beaucoup de difficultés à transformer un milieu comme ça en milieu créatif. Merci. C'est intéressant, juste rebondir un peu sur le cirque et tout ça, parce que moi, quand même, tu sais, j'ai vu ça pendant des années. C'est intéressant de voir jusqu'à quel point la bureaucratie, pas méchamment, là, mais s'installait même dans la technique. Donc, jusqu'à quel point on en perdait un peu, on perdait de vue des affaires parce que, à quelque part, c'est techniquement beaucoup d'investissements, mettons, dans un seul numéro. Alors, même je vois Pat Léonard des 7 doigts qui embarquent là-dessus, ça va être intéressant de voir son opinion, mais tu sais, en fait, ce qu'on disait souvent, c'est est-ce que Salut, les Pat. gens c'est ça. Est-ce que les gens remarquent vraiment, est-ce que l'être humain remarque vraiment, tu sais, le million de dollars qui est investi dans l'affaire? Alors, il y avait des équipes très performantes, très techniques et tout. Et souvent, on oublie, tu sais, le big picture, l'humain. Et d'ailleurs, avec Gaétan, on faisait des conférences sur la créativité où le spectacle était fait par Cirque du Monde, donc des jeunes de rue, pas professionnels, mais ça venait du fond du cœur et il y avait des ovations debout de médecins. Les gens savaient bien que ce n'était pas le Cirque du Soleil, mais en même temps, tu sais, ne peux pas savoir. Mais la prestation était tellement humaine plutôt que technique et ça faisait la job. Et évidemment, ces gens-là ne gagnaient pas des millions. Ce n'est pas une critique, mais des fois, on perd de vue. On perd de vue ce qui est vraiment important parce qu'on veut bien servir dans notre fonction particulière, l'organisation. Tu parles d'un débat qui, dans le temps que j'étais au cirque, était très vivant. C'était toute la question des costumes. OK? Alors, on avait des artisans, des chefs d'atelier qui vraiment des perfectionnistes, et puis c'était appuyé, tu sais, Guy, et c'était la réputation du Cirque du Soleil, des costumes. D'ailleurs, tu sais, ici, on a monté un opéra, puis ils ont fait faire des costumes au Cirque du Soleil. Alors, jusqu'à un moment donné où là, le regard un peu plus économique disait, ben là, tout ce petit détail-là qui prend bien du temps à faire, puis tu sais, c'est des costumes qu'il faut entretenir sur des périodes de 10, 15 ans. Alors, des fois dans l'eau, tu sais, comme le show eau. Alors, fait que là, l'économique
la partie économique du cirque, ben, c'est-tu nécessaire de faire tous ces beaux petits détails-là? Les gens ne le voient pas de toute façon. Tu sais? Moi, je dirais que j'étais un peu entre les deux. C'est pas vrai que les gens ne le voient pas. Quand quelque chose est très bien fait dans le détail, tu ne le vois pas, le détail, mais ça se dégage. Tu sais? Mais c'est sûr que il y a eu des exercices pour voir si on ne pouvait pas simplifier la fabrication, sans sacrifier la qualité. Mais tu sais, c'est toujours... mais le cirque était maniaque, là, c'est clair. Là. Tu sais, point de vue costume, la réputation était exceptionnelle. Puis, écoute, il y a eu des expositions là, tu sais, au musée Sur McGraw, les par exemple. costumes. Puis là, tu peux les regarder de proche, puis ils sont encore écœurants. Là, tu sais. Puis, Virginie, tu avais une question aussi? Toute petite question, mais super intéressant. Puis j'ai aimé à la fin quand vous avez fait la distinction, en fait, il y a des gens qui sont créatifs, mais il y en a aussi qui sont créateurs. Avez-vous l'impression, pour un leader, est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu plus créatif ou créateur, en fait? Ça dépend de leader de quoi il est. Si il est leader par exemple, d'un collectif créatif, d'un collectif de créateurs, ben ça prend un créateur. Si tu es un leader dans une organisation, là, tu sais, dans le fond, moi, la différence que je fais est simple, c'est si tu crées une œuvre, tu es un créateur, puis tout le reste, c'est de la créativité, tu sais. Mais donc, il faut être plus que créatif pour être un leader de création, mais pour être un gestionnaire créatif, ben, pour amener la créativité dans une organisation, ça, c'est à la portée des créatifs. Mais ce n'est pas tous les créatifs qui font des œuvres impressionnantes. Là. Merci. Merci, Virginie. Merci beaucoup. C'est un point de vue personnel. J'aimerais entendre Pat là-dessus. Justement, là, alors, Pat, Pat Léonard, des 7 doigts de la main, qui finalement est en stage, hein, Gaétan, on t'a dit, est en stage avec nous autres pour justement voir comment on peut déployer cette conférence-là. Et Pat, on a invité Gaétan lundi à midi, s'il peut venir même avec des gens de son équipe sur le Zoom, s'il peut, pour écouter ça. J'ai dit, il ne fallait pas manquer ça, mais on va avoir son opinion critique. Gaétan, avant qu'on rentre dans Pat, toi, tu as vu les 7 doigts de la main alors que tu étais au Cirque du Soleil prendre vie. C'était quoi votre opinion, le Cirque du Soleil, des 7 doigts de la main quand vous les avez vus grandir? C'était quoi votre opinion? T'en rappelles-tu? On les a vus grandir bien avant les 7 doigts. Là. On les a vus grandir à l'école. Éloise et les 7 doigts, là, on a vu ces deux cercles-là grandir et ces personnes-là grandir. Ben moi, écoute, je trouvais ça fantastique, tu sais, qu'on puisse, puis c'est pas pour rien là, qu'on a créé la TAU, tu sais. C'était justement pour faire de la place à diversifier les œuvres en art du cirque, là, parce que le Cirque du Soleil, c'est un genre, mais c'est un genre parmi d'autres. C'est le genre de grand spectacle, de spectacle à grand déploiement. Et puis, on a créé la TAU justement pour donner de la place à des créations d'une autre échelle. Les 7 doigts ont vraiment... Éloise est en plus dans la tradition, je dirais, entre guillemets. Les 7 doigts ont vraiment changé, ont changé la perspective en art du cirque complètement. Je me souviens du Loft, le premier show, on allait sur une autre planète, en termes de prestations artistiques. Et moi, je trouvais ça fantastique. Et puis, l'idée de la TAU, c'était d'encourager ça, de faire que, justement, il y avait 4-5 compagnies de cirque, puis il y en a qui ne voulaient même pas s'appeler compagnie de cirque parce qu'il n'y avait pas de financement pour le cirque, là, comme Dynamo Théâtre ou Aubergine Macédoine, le théâtre de l'Aubergine. Ils se calculaient théâtre pour pouvoir avoir de l'argent. C'est par la suite qu'en piste, collectivement, on a fait tout le travail de créer des enveloppes pour financer les arts du cirque. Mais donc, que les formes,
que des artistes d'un peu partout. Puis l'ATEU, c'était aussi que des étudiants, des profs, des coachs, des artistes professionnels qui viennent de partout sur la planète puissent se rencontrer. Hein? L'ATEU, maintenant, on appelle l'ATEU la salle de spectacle, mais historiquement, l'ATEU, c'est 3 partenaires. C'est le Cirque du Soleil, c'est l'école et en piste. Alors, et c'est un campus, c'était la cité des arts du cirque. Donc là, on voulait créer tout à la même place, justement, toutes ces rencontres-là, d'où viennent des idées, d'où viennent des alliances de créateurs ou d'artistes qui se rencontrent et disent « Ah, oh, on va travailler ensemble », créer cette espèce de turmoil créatif et social, et puis international aussi, tu sais, parce qu'on faisait venir des shows d'ailleurs, plus tous les artistes qui venaient d'ailleurs au cirque, et l'école aussi attirait beaucoup d'étudiants de l'extérieur. Alors, moi, j'étais il y a eu des gens, mais c'était plus du monde du service juridique qui trouvaient qu'avec l'ATEU, on allait créer. Il ne fallait pas faire ça, c'est parce qu'on allait créer de la concurrence pour le Cirque du Soleil. Alors, c'est un argument qui ne tenait pas la route, évidemment. Gaétan, donc, on a Pat Léonard qui est là. Donc, alors, Pat, il s'est intéressé. En fait, j'ai expliqué avant que tu arrives, Pat, que dans le fond, c'est un peu grâce à Gaétan si on se connaît parce qu'il nous a présenté l'école. On s'est rencontrés en cafétéria de l'École nationale de cirque. Et puis, ça a amené au spectacle 360. Et donc, Pat, qui avait une formation scientifique, t'es intéressé à travailler avec nous pour créer cet effort de transfert de connaissances-là. Mais là, le défi qu'on a, Gaétan, c'est vraiment qui va aider à diffuser ça. Le film, il n'y a pas de problème, on peut le faire. C'est un bel outil de transfert de connaissances. Il ne faut pas qu'il reste caché, tu verras lundi. Mais on veut aussi solliciter ton opinion, tes idées, parce qu'il y a moyen de faire un spectacle intéressant live avec ça. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Pat Léonard. Fait que Pat, est-ce que tu connais Gaétan? Plus de réputation. On s'est croisés, je pense, à quelques reprises. On s'est serré la main à quelques reprises. J'étais toujours bien impressionné de rencontrer Gaétan Morancy. Mais en même temps, écoute, on se connaît, mais mettons qu'on n'a pas passé 2 heures à brainstormer ensemble sur un projet ou quelque chose. Mais je serais effectivement, comme dit Rick, je serais vraiment curieux de voir quel horizon tu peux voir à ce tout petit projet qui, je crois, est vraiment, en fait, sans parler de la création comme telle, faut se rappeler que c'est une création qu'on a créée sur 2 semaines de travail intense, beaucoup de travail en amont, d'écriture de mon côté, puis avec Julie, de ressortir l'essence de la recherche, Urgence 360. Mais c'est ça, on a livré un show avec des props, puis vraiment pas grand temps. Donc ça, évidemment, hein? Ben, d'ailleurs, ce qu'on disait, on dit, tu sais, c'est le temps et un impact majeur sur la qualité de la création. Tu sais. Non, mais il était quand même en création pendant 2 ans. Avec 2 semaines. C'est ça. OK. Explique un peu le processus. On était quand même pendant 2 ans. Jusqu'à temps qu'on le traîne à la Malbaie et on dise là, en 1 semaine, fais n'importe quoi. Mais faites quoi? Fais-nous un prototype de quelque chose. Dans une salle d'hôtel, pour te dire aussi. Là. Ça vole pas haut. C'était challenge. Ouais. Ça vole pas haut dans le show. Là. Non, ça vole pas haut. Puis, mettons, l'ambiance, c'est à travailler quand tu as des petits spots achetés chez Canadian Tire. Là. Mais plein de bonnes intentions. Puis regarde, moi, des shows peuvent arriver n'importe où. Puis souvent, quand ils arrivent dans des endroits où on les attend le moins, c'est eux autres, c'est là qui sont le plus efficaces. Ceci dit, c'est pas pour dénigrer notre création qu'on a faite dans un court temps, mais qu'on en a parlé pendant longtemps. Ça a été une super belle expérience, mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il doit y avoir une vie après ça pour ce genre de spectacle-là où on mêle l'art et la science.
parce qu'on peut l'apporter, parce que c'était dans le cas de l'urgence 360, sans vouloir tout résumer, là, c'est vraiment une étude qui concerne tout le monde et d'en faire un show qui est accessible à tous les gens, donc qui va les divertir en même temps qu'il va les informer et les rendre peut-être plus, rendre les citoyens plus aptes à s'impliquer, à prendre des décisions, à donner leur opinion. C'est génial. Puis on pourrait le faire. Là, on le fait pour les urgences rurales, mais on pourrait le faire pour plein d'autres choses et on pourrait le faire pour des entreprises qui sont associées à des universités, qui font des études, qui concernent les gens. Puis, bref, je vois vraiment un grand potentiel là-dedans que j'aimerais bien qu'on pousse la note là-dessus. Petite note d'histoire, tu parlais des premières subventions. Si les CEDOA ont été créés, là, c'est parce que c'est grâce à la première subvention cirque. C'est Samuel Tétrault qui était là il y a 2 secondes. J'ai failli venir dire bonjour. OK. Mais c'est lui qui nous a tous appelés, ses chums de l'école où on s'était vus, nous autres, on était à Pomme Doc ensemble. Puis il a dit, hey, il y a la première bourse cirque qui est ouverte au Calque. Ça vous tente-tu de faire un show? Puis on est 7 à avoir répondu. On est 15 à avoir répondu, je pense. Oui, ça nous intéresse. Puis quand on a dit c'est à San Francisco, bien là, il y en a 7 qui ont bougé. C'est nous autres. Fait que voilà pour la petite histoire. Effectivement, pour la petite histoire aussi, effectivement, j'ai beaucoup plus fréquenté Sam parce que c'est lui qui était aux réunions d'en-piste. C'est lui qui s'occupait justement là, de ce pédalage auprès des gouvernements. Puis, Ouais. donc, c'est notre cartésien de la gang. exact. C'est notre politicien. Lui, Oui. il est capable d'être beau, bien habillé et tout pour Tout à avoir fait. le. Hein. Tout à fait. Moi, j'avais les cheveux un peu trop de travers, puis des fois, je fais pas trop attention à ce que je dis, fait que, mais je reste toujours poli, hein, on s'entend. Fait que, en tout cas, Gaétan, je suis extrêmement. J'espère que tu pourras être là lundi. Je ne sais pas si c'est confirmé. Oui. Puis, super. Puis je serai hyper curieux de tes feedbacks. Puis si on n'a pas le temps dans la petite demi-heure qui va suivre, on pourra se prendre un autre moment. J'aimerais vraiment donner vie à ça. Puis aussi créer des affaires qui vont peut-être prendre un peu plus de temps pour justement qu'on aille dans le vide. Tiens, le voici. Attention, mesdames et messieurs. Hey, Sam! Sam, t'as une minute, je vais te mettre Gaétan Morancy qui est là. Salut, Sam! Bonjour. Ça va bien? Salut, Sam. C'est la cohorte numéro 9 du Living Lab stage en leadership. Puis on devrait avoir notre diplôme dans une couple de semaines. Bien. Ben, enchanté et bonne continuation. Gaétan nous fait. En fait, moi, Gaétan, je suis désolé d'avoir manqué ta présentation, mais j'ai une compagnie à m'occuper aussi. Mais oui. Alors, j'ai parlé un peu de toi. On a parlé un peu de toi, Sam, parce que justement, Pat disait que tu étais le politicien de la gang, puis la première subvention des 7 doigts de la part du Calque, et puis de beaux souvenirs. Oui, ben c'est ça. Ça prend tout ça dans un complémentarité d'expertise, d'où le nom de la compagnie des 7 doigts. On a chacun nos fonctions et nos forces et nos agilités spécifiques. Tout à fait. Bonne continuation à tout le monde. Salut. Merci, Sam. Édith Grégoire, qui est notre directrice médicale, on va dire, du côté de l'Université de Sherbrooke. Le CIUS de l'Estrichu. Le CIUS de l'Estrichu. CIUS. Hey, t'es terrible, Rick. Pour vrai, là, c'est drôle. Pour la petite histoire, j'ai assisté probablement à la première représentation du Cirque Éloise dans un sous-sol d'église aux Îles-de-la-Madeleine. Je n'arrive même pas à me souvenir en quelle année. OK. Je voudrais revenir sur, vous avez parlé un petit peu il y a des gens qui sont plus créatifs, des gens qui sont plus cartésiens. Je voudrais juste nous mettre en garde contre les étiquettes parce que c'est clair que moi, je me considère comme quelqu'un de très cartésien. Là, j'étais à la base médecin de famille. J'ai fait un cours en gestion des organisations, puis je l'ai fait aux Îles-de-la-Madeleine. Ça fait que je me suis retrouvée avec une cohorte où il n'y avait pas assez de gens du réseau de la santé pour la faire.
Ça fait qu'il y avait des gens de la compagnie de transport, du traversier. Il y avait quelqu'un qui se partait une business pour cultiver des huîtres dans la baie. Et puis donc, juste cette intersectorialité-là, ça a été absolument, vraiment fabuleux. Puis je reviens à mon idée là, qui était de... Puis moi, je me suis rendu compte quand même que je suis très cartésienne, je suis très intéressée par les arts, mais je ne suis pas une créatrice. Mais je pense que moi, un de mes défis, c'est de faire attention de ne pas me laisser paralyser par cette image-là que j'ai de moi-même, d'être cartésienne. Parce que je pense que je suis capable, je pense que j'ai la capacité d'influencer un peu les discours et les gens autour de moi pour les sortir. Puis c'est sûr, là, je suis dans le réseau de la santé, là, on est ultra normé dans tous les sens, sur tous les étages. Mais je pense qu'il faut quand même se permettre dans la créativité, il y a une façon de penser, il y a une façon de discuter, il y a une façon d'aborder les problèmes. Puis j'ai peut-être la chance d'être au carrefour avec différentes compétences. Je suis experte en rien, mais je connais plein de choses. D'être capable de faire des fois l'interprète ou la traductrice ou d'être capable de comprendre un peu les deux côtés de la médaille pour faire en sorte de faciliter l'échange d'informations. Ça fait que je veux juste nous mettre en garde. Des fois, on est élevé dans une image ou un carcan ou une image soit que les autres nous projettent ou qu'on se projette nous-mêmes. Puis je pense qu'il ne faut juste pas se laisser arrêter par ça. Il faut vraiment se permettre... Tu as tout à fait raison, parce que premièrement, on n'est pas soit un, soit l'autre. Moi, un outil que j'utilise au Grand Théâtre là, pour justement patauger dans ces secteurs-là, c'est le profil NOVA. Alors, c'est un questionnaire, dans le fond, qui dégage pour chaque personne un profil qui est composé qui a 4 composants. Alors, fait que là, selon les individus, tu en as 2 qui sont très forts, tu en as 2 qui sont moins forts, bon. Et puis, ça varie d'un individu à l'autre. Moi, je le fais faire pour faciliter les relations entre les gens, surtout l'équipe de direction. Parce que, par exemple, si j'ai quelqu'un qui, lui, doit tout être analysé et puis il faut que tout soit prouvé que c'est un élément fort de sa personnalité, bien, on ne va pas y parler ou y amener les affaires de la même manière qu'un autre. Tu sais. Puis, simplement savoir qui est en face de nous, c'est son regard personnel ou son prisme personnel sur la réalité, puis ça implique les émotions, bien, de savoir un peu plus que, non, c'est sûr, si j'arrive en lançant une affaire dans les airs, tu sais, comme gestionnaire, puis, tu vois, organise-moi ça, que ça ne sera pas la bonne façon avec cette personne-là, mais en même temps, il y a une autre personne où si j'arrive, bien, fais-moi ça, puis j'aimerais que ça soit de même. Ça ne marchera pas non plus parce que c'est une personne qui va vouloir partir d'elle-même puis de faire la solution à sa façon et puis pas de tout se faire dicter. Alors, et puis ces 4 composantes, je l'ai toujours à portée de la main. Alors, c'est nos motivations. Profil NOVA, ça s'appelle. Alors, il y a Alors, c'est ça. On a en fait, c'est 8 caractères, mais ça s'illustre. On voit ici, là, par exemple, c'est des exemples de profils de personnes. Alors, on voit qu'il y en a qui sont très bleus. Ça, c'est du monde là qu'il faut que tout soit clair avant qu'ils commencent quelque chose, sinon ils ne commenceront pas. Puis, tu en as des rouges qu'eux autres, c'est regarde, ça va prendre 2 semaines, on va le faire. Et puis, on s'en va au Canadian Tire, puis on s'achète les spots, puis c'est pas long. Alors, donc, fait qu'on n'est pas unidimensionnel, personne. Puis, dans le fond, tu as tout à fait raison. Plus c'est pas d'avoir du monde pareil. Comme moi, mon adjointe administrative est bleu. Elle check tous les détails. Ça tombe bien parce que moi, les détails, j'ai tendance à assez être rapide sur les détails. Alors,
Donc, une bonne équipe, une équipe créative, ça va parce que tout le monde a un point de vue à amener. Et puis, la différence autour de la table est un autre élément très positif, très porteur de créativité ou même de création. Tout à fait, un très bon point. Je serais curieux de faire le test maintenant avec les CEDA, voir si on est vraiment bien répartis. Oui, comment ça se répartit, votre affaire? Là? Vous êtes quand même une organisation à tendance quand même, il y a quand même dans une petite structure, j'ai quand même vu pas mal de bureaucratie dans une petite structure. C'est pas méchant, mais c'est quand même, il y a même des processus dans une petite entreprise qu'on retrouve même dans une grande organisation comme l'université. Fait que c'est intéressant, donc, parce que, vous avez aussi des coûts importants, là. Vous avez une organisation. Absolument. Quand mais même, ça dépend. Tout à fait. Puis, je veux dire, je pense que plus on grossit, plus c'est nécessaire d'avoir une organisation, sinon ça devient probablement un bordel monstre, là. Mais en même temps, quand j'arrive avec un projet comme Urgence 360, c'est pas comme si on livrait des projets comme ça régulièrement, puis que pouf, 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 ça rentre dans la machine, puis on livre. Il a fallu que, justement, moi, j'ai une approche créative auprès de la machine puis j'ai ce projet-là, mais j'en ai d'autres. Moi, je dirais que c'est un peu mon rôle d'apporter ces espèces de bébites qu'on ne sait pas trop comment les prendre. On dit oui, il y a de quoi, mais en tout cas, bref. Mais oui, tu as raison, Richard, je me bats à tous les jours contre ma propre structure, mais c'est aussi vrai avec ma propre personne. J'ai mes habitudes, puis je me bats avec mes propres mauvaises vieilles habitudes. Voilà. Effectivement, il y avait ça aussi au Cirque du Soleil. On avait un poste là, sur chacun des spectacles en création, le directeur de création. Et lui, c'était le médiateur entre la machine et l'équipe de création. Parce qu'effectivement, il fallait transiger avec la machine. Et puis, donc, on voulait faciliter ce processus-là, mais effectivement, les organisations doivent s'organiser. Et puis, mais ça prend toujours des joueurs comme ça qui connaissent la machine puis qui vont savoir par où la prendre. Puis il faut avoir le... Pardon. Vas-y, Pat. Go. Non, ben j'ai dit, il faut avoir faut avoir le cœur à le faire. Puis, tu sais, moi, ça fait partie de moi, là. On est encore les 7 ensemble. Fait que quand on a quelque chose à amener, c'est toujours mené par le cœur. Et ça, je veux dire, c'est dur d'aller contre ça. Évidemment, après, il faut argumenter puis il faut apporter la substance, mais ça part de là, quoi. Merci, Pat. Gaétan, on a dépassé un peu notre temps. Je te remercie de ta générosité. On va juste faire quelque chose de très rapide ici, mais très rapide, où on fait un petit tour de table. Quelques personnes qui veulent bien. Jenny va expliquer qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Donc, à la fin de chaque rencontre, on nomme une émotion, comment on se sent, et on dit une chose avec laquelle on repart, qu'on a retenu, qu'on a appris. J'ai pas envie d'être succincte, là. J'aurais envie de raconter plein d'affaires. Ça a été tellement... je me sens stimulée. Et toute l'histoire de faire la connexion, la capacité de faire les connexions entre plusieurs choses qui ne se ressemblent pas, je repars avec ça. Je passe la parole à Édith. Tiens. Moi, je me sens valorisée dans mon rôle où c'est possible de concilier la vision créative avec des tâches plus qu'on peut nommer bureaucratiques, parce qu'il n'y a rien que je trouve de plus triste que de voir une super bonne idée qui n'aboutit pas parce que les gens ne savent pas comment la porter puis où la porter. Fait que si moi, je peux contribuer plus à la deuxième moitié de la phrase, parce que je suis capable d'apprécier la première partie, ça fait que ça m'a comme réconforté valorisé dans mes tâches. Merci. Isabelle. J'étais en train de réfléchir. Moi, je me sens, je ne sais pas si c'est rassuré, dynamisé aussi. Vous êtes un créateur probablement. Vraiment inspirant. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est tout le côté qui pouvait être justement dans la création là, de chaos, de la personne est au centre de tout ça. Vous me faites réfléchir pas mal. Je travaille pas mal, là.
Merci. Je ne pensais pas qu'à Mélissa. Ah, quoi qu'elle a manqué un petit peu parce que je pense qu'elle vient de revenir. Là. Oui, bien, je suis vraiment sur la première partie à laquelle j'ai assisté, mais moi, j'ai vraiment apprécié l'effort que vous avez fait de toujours faire des parallèles entre le monde plus artistique, culturel, celui de la santé, le communautaire. Puis je trouvais que c'était brillant, tu sais, ça nous permettait de faire. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est mes parents, tu sais, j'avais les valeurs communautaires, mais je voulais peut-être pas faire face à tous les malheurs, puis un peu le découragement, mais j'avais la vocation moins mercantile. En tout cas, ça me rejoint beaucoup. Même si moi, je persiste à croire qu'il y a de l'espoir en communautaire, mais je suis d'accord avec vous quand on regarde au cours des 20-30 dernières années, c'est des constats plus difficiles. Mais bref, merci d'avoir fait cet effort-là de s'adapter ou faire des parallèles avec notre monde. Faut que je passe la POC, hein? Virginie? Excuse-moi, j'ai oublié. Merci, bien reçu sa palette, super bien. Moi, je me sens, là, je vais utiliser un gros mot, là, mais je me sens révolutionnaire, en fait. En vous écoutant, je me suis dit, au début, vous avez parlé, d'avoir, des fois, la créativité est comme là chez tout le monde, des fois, elle est comme un peu en latence, des fois, il y a comme certains moments. Moi, je pense que c'est arrivé, ce petit moment-là, puis je pense que vous avez quand même fortement contribué. Puis, j'ai l'impression que la compréhension de l'équilibre entre la divergence et de la convergence, je pense que ça me fait du bien que ça existe puis que d'avoir comme discuté de ça parce qu'il y a beaucoup de choses que je viens de... Moi aussi, je suis encore en réflexion comme Isabelle puis il y a beaucoup de choses que ça vient d'ouvrir dans mon cerveau. Donc, merci beaucoup puis ça me donne envie, en fait, de vouloir justement ouvrir puis explorer ce côté créatif-là. Donc, merci beaucoup, c'est très généreux. Et Virginie, il reste Jade et Sophie. Je lance à Jade. Bonjour, merci aussi beaucoup. Ce que j'ai retenu, c'est la même chose que Jenny, c'est-à-dire le fait que les gens créatifs ont cette capacité de faire des liens qui sont originaux, en fait, auxquels on n'aurait pas pensé naturellement et qui paraissent évidents ensuite. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'effectivement, je n'avais pas mis les mots là-dessus, mais ça me semble, quand vous avez dit ça, je me suis dit, ah, c'est vrai! J'y avais pas pensé. Donc, voilà. Merci. Et dernière minute. Il y a Pat aussi, Léonard. Sophie. Vas-y, Sophie. Moi, je vais être courte. Je me sens remplie par autant de générosité. Je trouvais que vos propos étaient extrêmement généreux et je me sens remplie d'énergie. En toute transparence, je suis très fatiguée ces temps-ci. Puis j'écrivais en secret à Jenny pour me dire à quel point j'étais vraiment heureuse de passer cette heure et demie avec vous. Fait que avec vous dans la globalité du groupe, mais particulièrement avec vous parler. Fait que voilà, merci beaucoup. Merci tout le monde, franchement. Pat Léonard. Deux choses. Qu'est-ce que tu as retenu? Comment tu te sens? Moi, je suis extrêmement déçu d'avoir manqué l'ensemble de la présentation. Et je m'en excuse, mais regarde, ça nous donnera une raison de se croiser entre Québec et Montréal pour échanger un peu, peut-être sur la suite d'Urgence 360. Oui, certainement. Et puis donc, lundi, tu vas le voir. Pat, c'est un créateur, puis moi, je suis un créatif. Moi, je ne fais pas d'œuvre artistique. C'est la différence que je fais entre le créateur et le créatif. Là. À la fin, il y a une œuvre artistique pour le créateur. Gaétan, c'est intéressant que tu sois là à ce moment-ci dans l'histoire de notre projet, le Living Lab Charlevoix. On s'est connus dans les tout débuts de la chaire de recherche en médecine d'urgence. Tu as été là pour moi, tu as créé justement plein de liens qui nous ont emmenés là où on est aujourd'hui. Et donc, c'est avec toute la reconnaissance que je te remercie aujourd'hui, Gaétan, pour tout le temps que tu as mis aujourd'hui et générosité dans tes propos. Mais à la fin de tout, on doit te dire qu'on te pose la même question. Comment tu te sens maintenant que cette entrevue-là, elle est terminée? Et une chose que tu as retenue de tout ça? Écoute, c'est toujours un peu la même chose, c'est quand on partage, puis c'est l'avantage d'arriver à mon âge, là, on a de plus en plus souvent l'occasion de faire ça, on est de plus en plus souvent un mentor, même avec mon équipe qui est assez jeune. Alors, donc c'est toujours un plaisir de partager avec d'autres, surtout des gens intéressés qui sont dans un processus
puis de se sentir utile parce que, moi, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été utile. J'apprécie le feedback, mais on ne sait jamais. Mais on ressent, moi, je ressens, dans le fond, le plaisir du partage là, qui est fantastique. Gaétan Morancy, merci beaucoup. On va se revoir lundi, le 13 mars. Merci à tout le monde d'écouter ce podcast Living Lab Charlevoix. Merci Jenny Barrette d'organiser toute cette rencontre-là avec nous. Et à bientôt, Gaétan. À bientôt. Merci tout le monde. Au revoir.